Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Albert Einstein disait qu'il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé. Mes chers amis, aujourd'hui en sujet du jour, je vais vous parler des préjugés qui sont liés aux investissements. Prenons le préjugé numéro 1, l'immobilier est un placement sûr. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au nord de la France, dire que l'investissement dans la pierre est un placement sûr? Préjugé numéro 2, la bourse, on perd toujours. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire les yeux dans les yeux à Warren Buffett ou à Microsoft ou à Mark Zuckerberg de Facebook que la bourse, on perd toujours? Préjugé numéro 3, la crypto est réservée aux geeks, aux nerds. Est-ce que aujourd'hui on peut dire aux millions de personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies et que début de l'année 2024, les crypto-monnaies et notamment Bitcoin en fait a fait un formidable bond? Est-ce qu'on peut dire que toutes ces personnes qui ont investi leur billes dans la crypto-monnaie, est-ce que ce sont que des informaticiens? Qui n'a jamais au moins entendu parler de un de ces trois préjugés dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se fier au qu'en dira-t-on? Y a-t-il une part de vérité? Y a-t-il des placements plus sûrs, sans risque? Est-ce que la bourse, elle est toujours risquée? Est-ce qu'il faut être informaticien pour investir et s'intéresser aux crypto-monnaies? Existe-t-il des qualités liées aux hommes ou aux femmes en matière d'investissement? Est-ce que le fait d'être une femme nous prédispose à mieux réussir certains investissements que d'autres ou qu'on est un homme, vice-versa? En quoi ces préjugés nous affectent en fait dans nos décisions, dans nos choix? Pourquoi ces préjugés ont la vie dure? Qu'est-ce qu'on risque à se fier en fait à ces préjugés? Comment combattre nos propres préjugés et ceux des autres? Revenons-en à la question numéro 1, peut-on se fier au qu'en dira-t-on? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les préjugés, les rumeurs, les bruits de couloir ont toujours existé et que Internet n'a fait que les amplifier, n'a fait que leur donner un écho mondial. Ça sort du quartier, ça sort du village et ça traverse toute la planète. Et en matière de rumeurs, en matière de préjugés, il y a une réponse à cela. C'est une question de source d'information. Qui est à l'origine en fait de la rumeur? Qui est à l'origine en fait de cette information? Et aujourd'hui, en matière économique, en matière d'investissement, il y a des magazines spécialisés, il y a de la presse spécialisée, il y a des organismes d'État, des organismes intergouvernementaux ou même des organismes mondiaux qui éditent des bulletins d'information. Donc en matière de, par exemple, si vous voulez connaître le prix du pétrole, si vous voulez connaître le prix, je ne sais pas, du fer, du manganèse, vous avez une presse spécialisée qui va vous donner les prix. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, vous allez même avoir l'évolution en un clic, en fait, des prix depuis 10 ans, même depuis 100 ans. Donc, on a des sources fiables, donc qui sont la presse spécialisée, les organismes d'État ou intergouvernementaux qui éditent des statistiques. On a aussi des spécialistes, des experts, des prix Nobel qui rédigent, en fait, des articles qu'on peut retrouver et qu'on peut se dire, bon voilà. Donc je suis en train de faire un tri, une curation au niveau de l'information. Donc on n'a plus le droit en fait de se fier juste parce que quelqu'un, un voisin, nous a chuchoté dans l'oreille en fait quelque chose. Donc déjà au niveau immobilier, on a par exemple le site des notaires, on a des agences immobilières qui publient des informations, on a Crédit Logement en France en fait qui nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Que ça soit au niveau de la bourse, on a des magazines comme Investir, Les Échos, pour n'en citer que ceux-là, on a d'autres sources, les revenus, en fait, qui publient des cotations, qui publient des analyses. Il y a des sites comme investing.com ou le site de Boursorama où vous avez toute l'actualité financière qui est citée. Pareil, au niveau des cryptos, on a des podcasts, on a des spécialistes, on a même une émission sur BFM Business, en fait, qui parle des cryptos toute la semaine. Donc, vous avez ces sources combinées dans chaque domaine qui nous donnent une information qui est triée, qui est classifiée, qui est vérifiée.
Donc, il faut pas juste se dire, voilà, je m'en tiens à ce que me dit quelqu'un, que c'est comme à l'école. On a envie de tricher, de gagner du temps. On demande aux voisins de donner la réponse, mais on n'a pas toute la démonstration. Au final, on peut se ramasser totalement. Y a-t-il une part de vérité? Il faut savoir que la vérité, c'est une notion qui est toute relative. Parce que, vous savez, le Doliprane guérit, mais le Doliprane, en fait, tue en même temps. Donc, si vous n'avez pas la bonne information, si vous avez une déformation, si vous avez un biais cognitif au niveau d'une information, si la source, elle est biaisée, elle n'est pas fiable, cette même information peut s'avérer très dangereuse, en fait, en matière d'investissement. Si on vous dit, par exemple, que, investir dans telle ville, c'est rentable au niveau de l'immobilier, il faut savoir que qui vous donne cette information? Si vous omettez d'aller chercher les bonnes sources, de trier, de passer du temps à faire l'information, vous allez vous ramasser, vous allez peut-être investir dans une ville qui est complètement sinistrée, où des usines ferment, il n'y a pas d'emploi, et que forcément, votre investissement locatif ne prendra pas un centime de valeur. Pareillement pour la bourse, en fait. Si quelqu'un vous dit, allez-y, achetez des titres, achetez des actions, parce que la société va faire un bond, qui vous le dit? Est-ce que c'est pas juste une personne qui a envie de se débarrasser de ses actions qui vous le dit pour qu'il puisse vendre ses actions à côté? Pareillement, au niveau des cryptos, les gens qui vous disent les cryptos, c'est sûr, ça ne fait que monter. Il faut savoir, les cryptos, c'est aussi des titres qui sont très volatiles, qui sont très spéculatifs. Donc, il faut savoir que une info, une rumeur, c'est pas une question d'avoir une part de vérité ou d'avoir une part de fausses informations. Il faut être capable de savoir d'où vient l'info, à quelle date ça a été publié, dans quel contexte, et savoir prendre du recul. Est-ce qu'il y a des investissements ou des placements plus sûrs et sans risque? Normalement, un investisseur ou un conseiller en investissement, il se doit d'être honnête et de vous dire qu'en matière d'investissement, il y a toujours une part de risque. Et en France, on a l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, qui édite pour les investissements une note qui s'appelle SRRI. Ça, c'est le sigle de Synthetic Risk Reward Indicator. C'est-à-dire que c'est une notation qui compile, en fait, des données, par exemple, sur 5 ans, sur la volatilité, par exemple, en fait, d'un titre. Donc, la note part de 1 à 7. 1, c'est des investissements, des placements moins risqués, à 7, des investissements et des placements qui sont très risqués. Et en matière, justement, de sûreté au niveau des placements, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Vous avez une idée si c'est un placement volatile ou si c'est un placement risqué ou non. Je prends un exemple, les actions sont des placements qui se situent en termes de risque entre 5 et 7. Donc vous êtes averti. Est-ce que vous mettrez tous vos deniers dans des actions? Ça, c'est une question en fait à poser. Est-ce que vous ferez que des investissements en actions? Est-ce que ça ne vaut pas le coup aussi de se dire, voilà, je me constitue un portefeuille d'investissement. Il y a des investissements qui sont de 1 à 3, qui sont de 4 à 5, qui sont donc de 5 à 7. Est-ce qu'il n'y a pas une ingénierie, il n'y a pas un équilibre à trouver entre tout ça? Est-ce que vous mettrez tous vos doigts dans l'engrenage, quitte à se faire écraser? C'est la bonne question. Donc, le fait de dire qu'il y a des placements sûrs et sans risque, tout dépend de la manière que c'est fait. L'immobilier est réputé être un placement, on va dire, sûr, mais tout dépend d'où vous achetez, de combien vous achetez, de la qualité du bien, des critères en termes de normes sismiques, en termes de normes et de performance énergétique. Tout cela, en fait, est à corréler avec d'autres informations. C'est comme la bourse. Est-ce que la bourse, elle est risquée? La bourse, en fait, il y a deux approches. Il y a des investisseurs qui investissent en bourse et on a aussi des traders du jour, de la semaine, on a des spéculateurs. Donc, forcément, au niveau de la bourse, ça nécessite d'avoir des connaissances, de savoir sur quoi on investit, est-ce que on est sur du long terme. Investir en bourse, c'est pas une question de 2 jours, c'est pas une question de semaines, mais il y a des titres
ou des actifs qui sont conseillés au minimum 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Donc forcément, quand vous allez investir, à vous de connaître en fait l'horizon d'investissement, à vous d'être dans la peau d'un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un de patient. Ce n'est pas quelqu'un qui réalise en fait un coup qui est sur du one shot en se disant je vais spéculer. Donc quand vous faites de la spéculation, bien sûr c'est plus risqué, donc c'est dangereux. Alors que si vous êtes un investisseur, vous allez suivre en fait des publications de comptes de société, vous allez suivre l'actualité de la société et vous allez prendre des positions tout en ayant aussi en fait un équilibre au niveau des investissements. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai aujourd'hui en fait un PEA, donc j'ai investi en fait en bourse, j'ai un compte titre, mais est-ce que cela représente la majorité de mes investissements? Non. J'ai fait d'autres investissements, j'ai essayé de diversifier, j'ai essayé de savoir quel titre ou quelle action je vais acheter de quelle société, j'ai essayé de pas m'éparpiller et je ne suis pas dans une logique, ça fait plus de 5 ans, oui, je crois, que j'ai mon PEA, donc je ne fais pas des coups, j'essaie de concilier mes valeurs éthiques et aussi avec les investissements donc dans des sociétés que je n'investirai jamais parce que je chercherai jamais en fait à allier mes valeurs ou à investir mon épargne dans ces sociétés. Est-ce qu'il faut être un informaticien pour investir sur les crypto-monnaies? Il faut savoir que pour investir dans les crypto-monnaies, avant tout les crypto-monnaies, c'est un achat spéculatif. Les crypto-monnaies ne sont régulées par aucun organisme, par aucune institution en fait financière. Il n'y a que récemment que la Fed et l'AMF en fait ont donné des agréments sur quelques fonds, mais les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir lire des informations, il faut savoir créer un email, aller créer un compte chez un intermédiaire, en fait, un courtier, et puis savoir que voilà, quand vous allez acheter des titres, vous avez des frais de gestion, des frais de courtage, des frais. À partir du moment où vous savez décoder cela et que vous êtes capable de conserver en fait un mot de passe robuste, c'est pas juste Totoflow, un mot de passe robuste, vous êtes capable d'investir dans les crypto-monnaies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un achat qui est très spéculatif, qui est très volatile, qui change en fait, est-ce que vous metteriez aussi tous vos deniers? Ça, c'est une question à se poser. Donc, on n'a pas besoin d'être informaticien, ni de savoir coder pour... Peut-être que la population ou les profils informaticiens étaient plutôt prédisposés à recevoir de l'information et à être au courant des opportunités, mais n'importe qui. On peut être un père de famille, pépère, et aussi investir dans les crypto-monnaies. Maintenant, la question de savoir s'il existe des qualités propres aux hommes et aux femmes en matière d'investissement, tout ça, c'est ce qu'on appelle des biais, des préjugés. Un homme ou une femme, c'est une question de personnalité, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation, c'est une question de curiosité, donc c'est une question aussi de niveau d'études. Donc, on peut être une femme, être très avisée, détenir des informations, savoir analyser des choses, être patient et réussir ses investissements. Comme on peut être un homme, se ramasser parce qu'on a voulu jouer de l'adrénaline. Donc, ce n'est pas du tout la même approche. Donc, aujourd'hui, en matière d'investissement, un investisseur, c'est quelqu'un d'avisé, c'est quelqu'un d'informé, c'est quelqu'un qui prend des informations, qui sait les analyser, qui sait les combiner, qui est patient, qui a une vision long terme, parce qu'on n'investit pas pour 1 an ou 2 ans, on investit au minimum pour 5 ans. Donc, le fait qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on peut avoir des qualités naturelles, mais le sexe n'est pas déterminant. Il n'y a pas de déterminisme par rapport au genre en se disant les hommes réussissent mieux que les femmes et vice versa. Donc, il est très important en fait de savoir que voilà, ce n'est pas parce que on est un homme qu'on sait mieux gérer que une femme on sait pas gérer. Donc, alors, revenons-en à la question de départ. En quoi ces préjugés nous affectent? Ce qu'il faut savoir que un préjugé, ça peut soit nous rassurer, ça peut soit nous conforter, ça peut soit nous répugner, et souvent, ça vient appuyer ou ça vient conforter ce qu'on appelle nos biais. Si on a déjà des idées préconçues en tête, ça vient en fait rajouter une couche d'idées préconçues.
C'est pour ça que ces préjugés, ça nous affecte parce que ça vient nous dire, écoutez, tu as raison ma cocotte, tu as tort, ou ce n'est pas comme ça, mais c'est des choses que vous aviez déjà en tête. Donc, d'où l'importance de savoir que au niveau préjugé, ça nous affecte, mais cela ne doit pas nous miner. On doit chercher à déconstruire en fait ces préjugés. Donc c'est ce qui revient à la question pourquoi ces préjugés ont la vie dure. Tout simplement parce que ces préjugés tournent en boucle dans nos cercles familiaux, professionnels. Partout où on va croire, on va entendre la même chose, donc ça tourne en boucle. Donc forcément, ces préjugés nous pourrissent un petit peu la vie et on a l'impression qu'à force d'entendre cela, ça devient une vérité. Est-ce qu'on risque à se fier en fait à ces préjugés? La première chose en fait qu'on risque, c'est l'inaction. Et l'inaction en matière d'investissement, c'est des opportunités ratées, c'est des occasions manquées, et ça nous entraîne dans une paresse intellectuelle. Un investisseur, c'est quelqu'un qui est à l'affût d'une information, c'est quelqu'un qui est alerte, qui est curieux. Donc forcément, le fait de se fier en fait aux préjugés, on peut rater en fait une belle opportunité de faire en fait une belle affaire. Ce qui nous amène en fait à la question comment combattre ses propres préjugés et ceux des autres. Eh bien, pour combattre nos propres préjugés et ceux des autres, il n'y a que par le biais de la connaissance, le biais de l'information. Il faut aller chercher de l'information spécialisée. Il faut benchmarker l'information, varier les sources, utiliser le fast-checking en fait. Il faut toute une démarche de déconstruction. Vous avez une idée, vous cherchez les bonnes infos, vous hiérarchisez les sources, vous triez, vous regardez qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Avec le temps, vous allez vous en rendre compte et évitez d'aller écouter des leaders d'opinion, des gens qui vous biaisent, des gens qui sont payés pour vous donner une information sans vérifier en fait si cette personne-là a un conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, combattre ses propres préjugés, c'est combattre sa propre ignorance. C'est essayer d'élever le niveau, essayer d'acquérir une culture financière et une éducation financière qui va vous permettre aujourd'hui de savoir, voilà, si je veux acheter de l'immobilier, est-ce que je me suis déjà informé sur l'immobilier? Est-ce que j'ai lu des articles? J'ai lu la presse économique spécialisée dans l'immobilier? Est-ce que j'ai regardé si la ville, si le coin est en évolution? Il y a plein d'informations sur des enquêtes statistiques. Il y a plein de sujets auxquels il faut vérifier. Est-ce que je ne suis pas en train d'acheter à un prix du mètre carré plus élevé que le prix normal? Il y a le site des notaires, il y a le Crédit Logement, il y a les agences immobilières, il y a les petites annonces qui donnent déjà des indications sur le dynamisme du marché. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que nos préjugés sont avant tout des biais cognitifs, ce sont des biais de la paresse en fait, parce qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas bouger et qu'on ne veut pas s'instruire soi-même. Si je vous dis que je passe dans une semaine, je lis plus d'une 50aine de pages sur plein de sujets, justement pour actualiser, pour me renseigner, j'ai déjà établi des sources, vous n'allez pas me croire, mais ça me permet moi de ne pas me hâter, de ne pas me précipiter au niveau des investissements. Et en matière d'investissement, ça serait en fait ça le mot de la fin, il est important d'avoir un chemin directeur, de ne pas s'éparpiller. Donc en fait, on investit non seulement pour du long terme, mais il faut avoir défini ses combats, il faut avoir clarifié en fait un certain nombre de choses en matière d'investissement. On ne peut pas investir dans tout et n'importe quoi. Il faut de la cohérence. Même quand vous prenez en fait des milliardaires, vous allez voir qu'ils ont dans leur portefeuille donc des investissements bien arrêtés. Ils ont fait de la diversification, ils ont des actions, ils ont des entreprises auxquelles ils investissent. En fait, ils ne sont pas en train d'investir, par exemple, dans une brochetterie jusqu'à investir, je ne sais pas moi, dans une mine d'or au Zimbabwe. On investit dans les domaines qu'on connaît, dans les domaines dont on sait que ça va pas nous ennuyer, parce que investir, comme l'a dit certains, c'est ennuyant et c'est ennuyeux. Donc, il faut
être déjà appétent, il faut aimer en fait faire de l'investissement, il faut aimer lire des informations, lire des documents, les compiler. Donc aujourd'hui, investir et préjugés ne vont pas ensemble. Il faut être capable donc de trier de l'information, de chercher la bonne information et aussi ne pas être paresseux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis en fait de savoir qu'en matière d'investissement, vous pouvez utiliser des sources, vous pouvez être focus et aussi être patient pour réussir vos investissements et ne pas écouter et ne pas croire à tout ce que vous entendez. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.